Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être comment fonctionnent les banques en fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée de la monnaie, voilà, comment fonctionne l'argent. Je pense que c'est un sujet intéressant sur lequel il y a des vieilles croyances qui sont malheureusement trop longtemps acceptées, etc. Et du coup, on va vraiment étudier en détail comment fonctionne ce système-là. On passe sur le Bitcoin en 4 heures, très fort retracement, fort rejet, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on avait évoqué hier, c'est-à-dire ici, vous le voyez, rejet sur la ligne du potentiel triangle. Encore une fois, ce triangle n'est que potentiel. Et puis finalement, effectivement, recherche de short était plutôt bien sentie. Alors moi, j'ai pas pris toute la latitude de ce short. Malheureusement, j'ai TP un petit peu trop tôt. J'ai TP dans cette zone-là, même un petit peu avant. Et je l'ai pris un petit peu tard, mais c'est pas grave, c'était un trade plutôt bien senti. Ici, à ce stade, j'ai fait une ou deux tentatives d'entrée pour du long, parce que je trouve que ce mouvement est très incisif, donc il va retracer aussi fortement qu'il est arrivé. Maintenant, il est tout à fait possible qu'on vienne chercher, encore une fois, cette imbalance-là dont je vous avais parlé, autour des 22 300, c'est-à-dire qu'on peut rester incisif encore pendant un moment. Idem au niveau, donc ne pas tenter 50 000 entrées non plus, et attendre bien évidemment des structures. Idem au niveau, ici on avait délivré très vite aussi, donc c'est possible qu'on vienne chercher plus ou moins cette zone là. Je vais vous montrer les niveaux. Si je vous montre ici en 15 minutes, on va les voir un peu mieux. En gros, voilà, si on joue le triangle, on n'est pas très loin ici du point d'entrée entre guillemets parfait. Celui qui continue un peu cette échelle-là, c'est-à-dire le prix continue de faire des plus hauts de plus en plus haut. Ici, on a eu quand même un plus haut également, et donc du coup, la continuation en gros de ce mouvement-là, vous le comprenez. Ça va être très difficile de passer les 25,2. On a fait très exactement au dollar près ici ce qu'on appelle un equal high, c'est-à-dire qu'on s'est fait repousser, on n'est même pas venu prendre la liquidité au-dessus, donc c'est un niveau vraiment très sérieux. Et aujourd'hui, on a le S&P 500 qui douille beaucoup en bourse, hein, qui prend cher haut. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça peut-être comme ça va être plus simple. On va faire comme ça. Voilà. Alors en fait, on va se mettre là. Si on y arrive. Allez. En fait, ici, vous avez le S&P. Et vous voyez que il a pris cher haut dans la journée, hein, il a pris depuis l'ouverture, ouverture en gap ici baissier, il a vraiment pris cher. Et là, on a peut-être une petite structure de retournement en 1 minute sur le S&P, donc peut-être un point intéressant en entrée sur BTC. Ici, vous avez l'US Tech 100 sur la gauche. Ici en bas, vous avez qui pareil fait son W également. Ici, vous avez BTC qui fait un W un peu plus dégueulasse. Et ici, vous avez le dollar en inversé, c'est-à-dire que j'ai inversé la charte. Voilà, de manière à ce qu'on voit la structure à peu près comme on la voit éventuellement sur BTC ou sur les alts. Voilà, donc ici, il faut bien comprendre que peut-être un retournement de séance à Wall Street, peut-être pas. Pour l'instant, la structure est plutôt encourageante pour qu'on aille effectivement au retournement. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça nous donnerait effectivement un point de rebond ici, qui serait en fait... Au final, si on rebondit fortement sur la ligne rouge qui est là, celle que je cherchais à attraper depuis tout à l'heure, hop, pardon, et non pas sur la bleue qui est un petit peu plus basse, et en fait ça nous donnera une mèche en dessous, un petit peu comme ce qu'on a eu là, c'est-à-dire que tout ça c'était un peu des mèches, la vraie structure du triangle étant potentiellement celle-ci. Si jamais c'est un triangle, encore une fois il est tout à fait possible ici, et c'est pour ça que dans le contexte actuel, moi personnellement je remonte assez vite mes stop loss sur la structure, c'est pour ça que je me fais sortir rapidement de mes trades, mais au moins je sais que s'il y a retournement de tendance, je suis plus ou moins de toute façon en profit, hein. Voilà, c'est ça l'idée, de surtout pas ici jouer la grande structure, alors qu'en fait il valait mieux jouer la petite time frame. Encore une fois, c'est toujours le choix du calibre ici. Est-ce que vous sortez le bazooka ou tout simplement le Walter 9 mm en fonction de là où vous voulez aller. C'est pas la peine d'essayer de faire du surf sur une raquette. Il faut bien évidemment jouer la bonne time frame sur les bons endroits. Voilà, on va voir ce que ça dit. En tout cas, mouvement très incisif ici, très grosse imbalance là. Donc du coup, on pourrait éventuellement, sans aller venir chercher là ici les 25,2 ou au-dessus, venir prendre ça potentiellement. Ici, si jamais on part du principe que cette structure baissière va continuer, ce qui est tout à fait possible, eh bien, on aurait peut-être, hop, on va le prendre ici.
on aurait peut-être une target ici qui nous est annoncée, c'est-à-dire que on serait plutôt sur la ligne bleue justement, au sens où vous voyez là j'ai reporté le premier mouvement à la fin de la première correction en 3 vagues qui est ici, comme une sorte de flat, vous la voyez là. 1, 2, 3, ça c'était la correction haussière, elle était toute petite, mais c'est un mouvement très agressif, et là on irait plutôt pour le coup vers le bas. Personnellement, étant donné que j'ai coupé mon short un peu tôt, etc., et que j'avais dans l'idée de potentiellement prendre le long suivant, au sens où ça peut peut-être être le bon pour attaquer ce niveau, sans forcément être trop orgueilleux là-dessus, et sans forcément ici, comme je vous le disais, voilà, avoir une montée systématique du stop loss. Potentiellement, même si ça retrace, du coup on aura pris au moins ce qui est ça en up, et puis derrière au retracement essayer de reprendre éventuellement la bonne petite structure en W en 1 minute qui va bien pour revenir casser ça. Pour l'instant moi je pars du principe que ça va peut-être casser, et vous comprenez que c'est pas forcément le cas, on pourrait tout à fait être sur une logique de double top, c'est-à-dire rejet dans la zone. C'est d'ailleurs ça qui va nous emmener à regarder la stablecoin dominance, puisque c'est un très bon indicateur je trouve en ce moment. Si je la retrouve, elle est là. Et en l'occurrence, je vais me remettre le retour vidéo parce que des fois le micro marche pas et j'aime bien voir quand il y a un souci, excusez-moi. Voilà, on va se mettre comme ça, voilà. Donc du coup, ici, stablecoin dominance, si vous voulez sur la structure globale, on va peut-être ici dézoomer un petit peu. C'est très important qu'on reste sous les 12%. Et pour l'instant, on semble marquer ici une forme de retracement haussier. Je vous ai mis là un petit peu les niveaux qui pourraient être attaqués sans réellement perdre cette résistance. Cette résistance-là, elle est très importante. Au plus, la stablecoin dominance, elle diminue. Au plus, bien sûr, on est haussier sur les cryptos. Donc là, on est sur un petit retracement. C'est pas non plus énorme. Vous comprenez que en gros, là, on est autour des 23 000 $, peut-être un petit peu moins. Et là, en l'occurrence, enfin 22, 23, ouais, c'est ça. Et puis là, en l'occurrence, on est en train de retracer. Pour le moment, on pourrait rejeter, c'est-à-dire que c'est pour ça que je surveille ces niveaux-là. Vous voyez ici, essayer d'attaquer toute cette zone et en fait ne pas y arriver. C'est plus ou moins ce que nous dit la bougie 4 heures pour le moment, mais vous comprenez ici également qu'on a fait un double bottom là-dessus, hein, potentiellement. Si on replace ici, si on repasse cette zone-là, et tout simplement, la target, si on arrive à vraiment repasser ici au-dessus des 12%, la target, ça sera déjà dans un premier temps, sans dire qu'on retourne en haut du range et que c'était un fake out, mais déjà dans un premier temps, ça va être, ça va être déjà un retour au 13%, c'est-à-dire au niveau du 15 février, sur lesquels je pense qu'on était à 21 ou 22 000 $. On va regarder ça ensemble. 13 février sur BTC, 4 heures, 13 février... Ouais, on était sur le bas là, donc on était autour des 21,5, vous voyez. Donc vous voyez l'idée. Soit sur la stablecoin dominance, on perd ce fameux niveau des 12% et enfin on le réintègre en fait, on remonte. Ce en quoi ça nous donnera en fait venir chercher plus ou moins ce point-là, cette imbalance là. Ce en quoi en fait ici ça nous aura fait un magnifique genre de Bart Simpson sur lequel on revient au mouvement initial et on revient plus ou moins dans cette zone là, ce qui est tout à fait possible. Soit c'est plus entre guillemets le pactole. On arrive à s'affranchir de cette résistance, à la casser vers le bas, enfin on ne la réintègre pas, et donc du coup pour le coup ça nous donnera une cassure haussière au niveau des 25,2. Ce niveau est très fort, il faut pas l'oublier, hein, donc sincèrement, il y a vraiment un très gros niveau. On a d'ailleurs eu beaucoup de mal même à venir prendre la liquidité précédente, celle qui était garée ici, hein, du mois d'août. Il y a toujours une raison pourquoi on rejette, peut-être le côté très rond de comment sonne 25 000 $, ce genre de choses. Donc voilà, il y a toujours une raison, hein, donc j'essaie ici d'enlever ce truc. On va y arriver. Voilà. Donc voilà, sur Ether, sincèrement, je vais pas passer de temps dessus parce que c'est exactement les mêmes délires. Vous remplacez juste 25 000 $ par 1700. Et puis vous avez les mêmes figures, exactement les mêmes choses, la même imbalance ici qui se trouve autour des 1005, et si jamais on dévisse sur Ether, on peut très bien retourner. On avait donné cette target ici des 1437 et potentiellement 1350.
Personnellement, toujours pareil, je suis plutôt ici sur Ether relativement haussier, à savoir que pour le moment, on ne perd pas cette trend là, on s'en approche effectivement, on la retouche effectivement, mais à ce moment-là, cette trend là, elle est peut-être là pour attaquer ce fameux niveau-là. Donc c'est toujours la même chose, vous attaquez pas un niveau avec une trend, vous l'attaquez avec un niveau, donc il va falloir calculer les bons niveaux d'entrée sur ces moments-là. Mais pour moi, on reste haussier. Par contre, quand on regarde effectivement les indicateurs, il y a beaucoup de changements de caractère. Bon, sur Ether, on l'avait vu. En 15 minutes et en 4 heures, Ether reste haussier. En 1 heure, il y a un break aux structures. Donc, c'est celui-ci, celui qu'on a perdu là. Et puis, en daily, étant donné qu'on a perdu ce niveau-là, Ether est passé baissier sur la structure. Quand on regarde BTC, pour le coup, on a cassure de structure sur la 15 minutes et la 1 heure et un petit changement de caractère sur la 4 heures. Donc, c'est pareil. Attention à ça. On peut être peut-être à l'aube d'un retournement plus important qui pourrait nous emmener le daily vers le bas. Donc bien entendu, stop loss, risque calculé. Si vous entrez sans stop loss, minimisez la partie de votre capital que vous mettez éventuellement sur le trade de manière à tout simplement, c'est un petit peu comme un stop loss. Si jamais vous allez entre guillemets trop bas dans les niveaux de liquidation, à protéger votre capital de trading. C'est le principal acting sur votre trading. Il doit être principalement là-dedans. Voilà pour les structures, on va faire les news rapidement et je pense que pour pas mal elles sont sur le fait que S&P dévisse pas mal. C'est un petit peu tendu apparemment entre en ce moment Chine et US et également vous l'avez vu ici Russie et USA. Puisque le traité sur les armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie serait potentiellement ici mis en géopardie, enfin remis en cause un petit peu, et une visite à Moscou de la part de Xi Jinping. Donc on va voir également ce que ça dit. Pour le moment, je pense pas que ça soit ça qui fasse décliner les marchés boursiers, mais plutôt effectivement des peurs sur les taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on va traiter aujourd'hui le sujet de comment fonctionnent les banques, comment fonctionnent les taux d'intérêt. Rien sur ce truc-là. Hier, j'ai fait une petite erreur dans la vidéo. Je vous ai dit que Hong Kong était en train de réguler la crypto dans le mauvais sens. En fait, il semblerait que c'est de la régulation plutôt positive. Donc, Hong Kong pourrait devenir plus ou moins le hub crypto de la Chine, puisque maintenant Hong Kong est plus ou moins quand même, contrôlé par les Chinois, en grande partie en tout cas. On n'a rien d'autre au niveau des news ici. Walmart et Home Depot qui se tiennent prêts pour un ralentissement de la consommation. Demain, on aura les minutes de la fête, donc attention à ça. Je vais vous dire l'heure. En général, c'est vers le soir. 18h, ouais. Demain, on aura les minutes de la fête qui vont sortir et un discours de John Williams, non pas celui qui fait la musique de film, mais plutôt le directeur de la fête de New York. Et ici, vous le voyez exactement, les earnings, les bond yields qui augmentent, les taux d'intérêt qui augmentent, des tensions géopolitiques font que le Dow Jones se prend 550 points dans les gencives. Je pense que le S&P est autour de 4000 points, donc c'est pas encore dramatique, mais sur la structure globale, et c'est ce qu'on va aller regarder ensemble, est-ce qu'on est sur une journée entre guillemets typique d'un potentiel dévissage important au niveau des marchés boursiers. Vous voyez qu'on avait peut-être mis en avant ce flag, on est en train de le perdre en tout cas, donc ça, on avait ce canal baissier et là on dévisse plus fortement. Donc est-ce que c'est fini pour cette C là? 1, 2, 3, pour moi, pas forcément. On est peut-être juste sur la B de ce mouvement-là, c'est-à-dire un retracement là ici, peut-être un retest même de ici ce point-là. Ça nous emmènerait à 100 points en moins, ça ferait quand même relativement mal, et potentiellement ici venir chercher la troisième. À voir. Ici ABC, vous voyez, ici ABC, ici ABC, mais c'est quasiment un canal. Il est un peu propre, il est un peu trop propre pour moi pour être considéré comme 3 vagues différentes. Donc on serait peut-être sur la B de ce mouvement qui viendrait corriger. On sait pas sûr.
hein, bien évidemment. Souvent, le S&P nous donne des choses très propres, comme vous l'avez vu ici sur ce moment-là, ou comme vous l'avez vu dans ce très long canal haussier que vous voyez ici, qui est presque algorithmé. Hein. À chaque fois, on sort exactement ce qu'il faut en termes de short et longueur. Donc, sur S&P, qui est un asset extrêmement liquide, au sens où il y a énormément de monde, on va dire, qui est dessus, eh bien, on pourrait peut-être se dire que c'est le début d'un mouvement plus important. C'est tout à fait possible. Cependant, on laisse pas mal de gap ici. Vous le voyez ici, on va se mettre en 1 heure pour les voir un petit peu mieux. On a maintenant 1, 2, 3 gaps. Celui-là a été fermé, je crois, non? Pas tout à fait, pas tout à fait. Donc on a 4 gaps au-dessus de la tête. Ici, et en général ces mouvements sont retracés. Comprenez bien ici aussi qu'il y a des tensions hein, quand même en ce moment. Le marché allait très bien, mais il y a bien évidemment ici des tas de choses qui s'accumulent, et puis peut-être qu'on a besoin de retracer tout simplement une partie de ce rallye là qui avait rentré peut-être un petit peu trop de monde en longue. Donc là le mouvement est incisif, il se fait. Pour le moment ce qu'on perd c'est ça. Si on peut vraiment faire des subjections, on va dire, voilà, sur S&P, retracé au 50 ou 618, ça donnerait à peu près le mouvement au 3900 que je vous donnais précédemment, donc de toute cette hausse-là. Donc ça pourrait voilà, potentiellement être une zone d'achat intéressante pour ceux qui ont loupé ce rallye. Eh bien, retracer 60% de la hausse pourrait être tout à fait intéressant. Je regarde juste si... Ouais, c'est ça, entre 50 et 618. Et après, la zone de rechargement vraiment qu'on va appeler premium, elle se trouve entre les 0,618 et les 0,786. C'est-à-dire qu'on aurait cette zone-là pour de l'achat. Donc là, on serait vraiment au retest de la forte ligne de tendance en bleu. Voilà. Si jamais on veut pas laisser rentrer du monde, au contraire, eh ben, en fait, on va rebondir sur le 50, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la zone, l'équilibrium hein, de ce mouvement, c'est-à-dire plus ou moins... on en parlait, vous avez ici sur un mouvement toujours un équilibrium à 50%, et puis en dessous vous avez la zone premium et la zone discount. L'équilibrium ici il est à 3979, c'est-à-dire qu'on serait à 20 points de l'équilibrium. Encore une fois, pour moi ce qu'il est intéressant de regarder, c'est vraiment pour le coup les mouvements plus petits, les retournements de séance, ce genre de choses. Là vous voyez qu'on avait eu ce W dont je vous ai parlé en début de vidéo, mais en fait il n'a pas tenu, on est venu faire un nouveau plus bas, donc ça en dit long sur le sentiment. Ça veut dire que à un moment donné tout le monde essaie peut-être un petit peu ici d'attraper un couteau qui tombe, et dès qu'il y a une structure qui se met en place, eh bien S&P dévisse en dessous pour nettoyer les longueurs, mais pensez bien que ici on est en train d'accumuler du shorter, donc c'est toujours la même histoire, à quel moment, à quel point on peut tendre l'élastique dans un sens pour qu'il aille repartir dans l'autre sens ou pas. On va traiter d'abord le sujet, on ira faire la liquidité ensuite, mais avant on va faire la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors voilà, le sujet du jour, ça sera la création monétaire, comment fonctionnent les banques, comment elles se prêtent de l'argent, quelle est la différence entre monnaie de banque centrale et monnaie commerciale. Et sincèrement, j'ai pas trouvé meilleur papier ici, j'ai fait quelques recherches pour avoir voilà une trame, et j'ai pas trouvé meilleur papier que celui du ministère de l'économie et des finances, qui est d'ailleurs vraiment plutôt très bien fait, et il présente à la fois les avantages et les inconvénients de ce type de système, même si nous on va aller un petit peu plus loin. Donc on va traiter ces sujets-là, comment fonctionne la création monétaire, et vous allez voir que ça va tordre le cou à pas mal d'idées reçues, les limites de la création monétaire, la politique monétaire de la banque centrale, et est-ce que les banques centrales créent de la monnaie, plus tout ce qui est quantitative easing et rachat de la dette publique par la banque centrale. Donc principalement, le premier sujet qu'on va aborder, c'est comment marche la création monétaire. Et en fait, ici, les gens croient, parce que c'est une vieille croyance, parce que quand on était gamin, on avait une tirelire et qu'on mettait tout dedans et qu'on donnait, ici... Merde, pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Ok. On donnait cette tirelire un petit peu, on mettait notre argent dedans. Les gens croient que ce sont, on va dire, les dépôts qui font les crédits. C'est-à-dire que vous allez à la banque, vous avez de l'argent, vous leur donnez, ils le placent et ils le prêtent à d'autres gens. Et ça fonctionne pas du tout comme ça, bien évidemment. Donc, comprendre comment fonctionne le système bancaire et l'économie peut vous permettre d'en comprendre les limites également. Et ici, il faut comprendre que à un certain moment, l'argent est créé de toute façon plutôt par les crédits, c'est-à-dire les crédits font les dépôts. À partir du moment où vous achetez une maison, vous faites un crédit, ça crée une ligne de création monétaire. Chaque crédit crée de la nouvelle monnaie et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous le voyez ici, comme par exemple acheter une maison pour un particulier. Donc quand on a bien évidemment les banques commerciales qui font des crédits, beaucoup de crédits et qui accordent beaucoup de crédits, ce qu'on appelle l'homme risque, la personne qui est censée dire on est ok sur tel ou tel crédit, eh bien comment dire, vous avez ici bien évidemment de la création monétaire et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que vous avez plusieurs formes de monnaie. Déjà, comment fonctionne la monnaie à ce niveau-là? Vous avez tout simplement la monnaie de banque centrale qui, elle, est on va dire directement le comptable des banques un petit peu. Toutes les opérations des banques entre elles se trouvent à la banque centrale. Et puis ensuite, vous avez un deuxième niveau de monnaie qui s'appelle la monnaie commerciale, celle que nous, on utilise au jour le jour. Donc, l'argent que vous avez sur votre compte est forcément le crédit de quelqu'un. Finalement, il faut le comprendre un petit peu comme ça. Et il est forcément constitué d'une dette à un moment donné. Ici, effectivement, les dépôts existants sont une partie de ce que les banques ont comme, plus ou moins, on va appeler ça des réserves. Ça pallie une certaine partie à leur système de financement. Donc, c'est le fameux adage, les dépôts font les crédits. Ça, c'était vraiment à l'ancienne, à l'époque où, effectivement, le crédit venait du terme credo, je crois en latin, c'est-à-dire je te crois, je te donne une partie de mon argent, et tout comme la monnaie fiduciaire vient du terme fidus, la fidélité, c'est-à-dire la confiance. Créer de la monnaie, à partir du moment où vous avez une ligne de crédit, comme je vous l'ai expliqué, même pour quand vous avez acheté votre maison qui est créée, la banque peut effectuer ce prêt sans avoir les ressources correspondantes en face. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, c'est qu'elles vont créditer votre compte et par un jeu d'écriture, elles vont dans le même temps, créer de la monnaie. C'est le fameux adage, les crédits font les dépôts, donc l'inverse. Le montant du crédit va venir alimenter le compte courant de la banque, qui elle-même aura une dette envers vous, donc c'est elle qui a contracté une dette et qui vous la donne. Donc, c'est pour ça que la monnaie qui circule, elle croît en fonction des besoins économiques, et c'est justement, c'est comme ça que fonctionne tout simplement le système. Ensuite,
les limites de la création monétaire, déjà, il faut essayer de comprendre à ce stade-là que bien évidemment il y a une limite, c'est-à-dire que les banques ne peuvent pas donner autant de crédit qu'elles le veulent, surtout que les banques ont un intérêt commercial à le faire, donc du coup ça pose un problème bien évidemment, puisque pour elles c'est du business et que ça représente de l'argent puisqu'elles en récupèrent bien évidemment les intérêts. Donc il y a une réglementation prudentielle dans ce cadre-là qui essaye d'éviter que les banques n'octroient trop de crédit. D'abord, il y a tout ce système qui vérifie que vous êtes solvable, mais le problème étant que si on a effectivement un énorme problème, on va dire, mondial, on va avoir des tas de gens non solvables qui vont se présenter à la banque en disant « je ne peux pas payer ». Donc effectivement, c'est pour ça que les banques prennent des hypothèques, des choses comme ça, etc. Mais on l'avait vu sur la crise des subprimes, par exemple, on avait eu un premier appel du pied de l'économie qui nous disait « les gens ne peuvent pas payer, mais de toute façon, le marché de l'immobilier a craché puisque les banques ont sur les bras énormément de maisons. » Et donc du coup, on s'est retrouvé un petit peu dans un système où le système était un petit peu bloqué, la confiance était cassée, le crédit, plus personne ne croyait en personne. Et donc du coup, à ce moment-là, quel effet de levier peut avoir une banque si elle est toute seule ? Elle peut demander de l'argent aux autres banques, c'est-à-dire se faire prêter de l'argent par les autres banques, ou alors elle peut enregistrer une perte comptable, c'est-à-dire dire ce crédit-là n'a pas été remboursé, et comme l'explique plutôt bien cet article, si tout le monde ne peut rembourser ses emprunts, c'est la banque qui se retrouve dans une situation difficile. C'est pour ça qu'on dit que la banque centrale également est le prêteur en dernier ressort. C'est à ce moment-là que la banque centrale intervient et qu'elle dit je ne peux pas laisser cette banque s'écrouler, c'est moi qui vais faire un crédit, une ligne de crédit à cette banque-là, comme ça avait peut-être été le cas dans des moments où les banques avaient été nationalisées, par exemple, ou en France, le système, je pense que l'exemple le plus probant, c'était peut-être le Crédit Lyonnais, ce genre de choses. Donc les banques se prêtent mutuellement, ça il faut le comprendre, et puis également, toute monnaie qui circule est un crédit, ça c'est très important. Également, on a cette impression que la monnaie qui circule, c'est le cash, mais je vais peut-être y venir après. Voilà. Le ratio prudentiel, ce qu'on appelle le ratio de solvabilité pour une banque, il est que, tout simplement, leurs engagements doit être égal plus ou moins à 8%. Enfin, c'est-à-dire qu'ils doivent détenir 8% des assets qu'ils prêtent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vos dépôts, ou alors tous les actifs propres de la banque, c'est-à-dire l'évaluation des maisons, des choses qu'elles ont en fonds propres, on va dire, doit être égal plus ou moins à 8% de ce qu'elles peuvent prêter. Donc si une banque a 100 euros de fonds propres, elle peut prêter 1250 euros. Donc vous comprenez là que vos euros que vous mettez en dépôt, vous, à la banque, sont fractionnés à hauteur de x10 en fait, c'est-à-dire que pour 1 euro de déposé, il y a cette possibilité de le prêter à 10 personnes différentes, d'accord ? Donc bien comprendre ça, et bien capter comment fonctionne le système et comment il est fait. Ne pas croire que 1 euro égale 1 euro, votre euro est potentiellement, si la banque centrale ne prête pas à votre propre banque, n'est plus ou moins garanti qu'à hauteur de 8%. Donc sur votre euro, vous avez 8 centimes qui sont plus ou moins réellement garantis. La politique monétaire, c'est tout simplement de dire qu'une banque la banque centrale doit gérer la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, et pour qu'elle soit adaptée, c'est-à-dire quand il y a des gros besoins, bien évidemment il faut en mettre beaucoup, et quand il y a assez peu de besoins, il faut restreindre, et c'est ça qui crée des périodes d'inflation-récession, des périodes de récession-expansion, et déflation, ou en tout cas inflation faible. L'objectif de la Banque centrale, c'est bien sûr une inflation à 2%. Je vous mettrai les liens sur ces choses-là si vous voulez lire dans leur totalité, parce que je trouve que sincèrement c'est plutôt bien fait. Et autre chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a également des réserves obligatoires. La Banque centrale impose aux banques commerciales de déposer un pourcentage des dépôts qu'elle collecte. C'est-à-dire que les dépôts que vous faites, la Banque centrale va en prendre à hauteur de 1%. Donc il y a 10 centimes qui va être déposé sur le compte de la Banque centrale. Il y a 1 centime qui va être déposé sur le compte de la Banque centrale. Donc quand une banque accorde un crédit de 1000 euros, même quand c'est au niveau du crédit, elle doit déposer 10 euros à la BCE. Donc ça s'appelle les réserves obligatoires.
Les banques centrales peuvent décider d'agir sur ces taux de réserve obligatoires. Ça a été fait très rarement en Europe en tout cas, puisque la dernière fois ça remonte à 2012, il est passé de 2% à 1%, mais depuis il n'avait jamais évolué avant et il n'a pas évolué depuis. Les interventions sur le marché interbancaire. C'est quoi le marché interbancaire? C'est tout simplement, on va dire, dans la journée, il y a toutes les opérations qui sont faites entre vous et un autre opérateur qui est dans une autre banque, par exemple, je ne sais pas, EDF ou j'en sais rien, un notaire, ce que vous voulez. Et à la fin de la journée, tout simplement, les comptes des banques dans la banque centrale sont remis plus ou moins d'équerre, c'est-à-dire que toutes les opérations sont passées et donc les banques centrales ont elles-mêmes un compte de ce côté-là. Globalement, on estime qu'après quelques jours, etc., ces niveaux reviennent à peu près à des niveaux normaux, sauf en cas d'énormes ventes d'armes à plusieurs centaines de milliards ou je ne sais quoi, mais en général, on va dire que c'est plutôt les parts de marché en fait qu'ont les banques qui se retrouvent en permanence sur les comptes qu'elles ont à la banque centrale. Donc c'est comme ça qu'est géré l'argent et il faut bien comprendre ici qu'il y a également un marché interbancaire. On parle ici de monnaie de banque centrale entre les banques peuvent se prêter, etc. Elles ont un compte à la banque centrale et c'est ça qu'est le fameux compte à la banque centrale. Le problème qu'on avait eu en fait à un moment donné, au début de création des banques et au début de création des billets, ce qu'on appelle un billet, c'est en anglais c'est une note, c'est-à-dire les banques écrivaient plutôt que les gens se donnent des pièces d'or, etc. Les banques ont dit on va faire des billets, comme quoi tu possèdes tant de pièces d'or, tu peux donner ce billet à quelqu'un et lui, il pourra venir réclamer ses pièces d'or chez nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le problème, c'est que les banques, à ce moment-là, avaient ce pouvoir de création monétaire qu'elles ont toujours par le crédit, mais ça a causé des problèmes parce que elles avaient un intérêt commercial à trop le faire, et donc du coup, ça a causé des problèmes parce que elles en faisaient trop, l'or était trop fractionné à ce moment-là. Donc du coup, on a donné plutôt à la banque centrale ce rôle de, entre les banques, leur faire... en fait, c'est d'ailleurs même ce à quoi sert la banque centrale au départ. On parle de la planche à billets, toutes ces choses-là, etc. Et on a vraiment cette image un peu erronée de ce que fait la banque centrale, mais en réalité, elle est surtout censée surveiller les banques, vérifier que leurs réserves obligataires sont bien tenues et vérifier bien évidemment que tout fonctionne et qu'elles tiennent leurs engagements et qu'on n'est pas dans quelque chose, entre guillemets, qui devient trop dangereux depuis cette fameuse époque où avaient été créés les billets et où les banques, en fait, faisaient un petit peu n'importe quoi. Il y a également toute cette histoire au niveau du taux de refinancement, c'est-à-dire que les banques... le taux de refinancement, c'est-à-dire que si jamais une banque a besoin de plus que ce que toutes les autres banques peuvent lui prêter, elle peut emprunter à la banque centrale. Déjà, elles peuvent se prêter et s'emprunter entre elles et tout ça est régulé. Et ensuite, elle peut emprunter elle-même directement à la banque centrale. Et la banque, pour le coup, régule le taux de refinancement, qui est tout à fait l'idée que ce taux-là... Excusez-moi, je me en pause une petite seconde. Excusez-moi. Donc du coup, ce taux de refinancement, c'est la principale manière d'agir de la banque centrale, puisque tout simplement, il va agir sur le taux que vous avez, vous, pour votre crédit, etc. Toutes ces choses-là. Donc la banque centrale à ce moment-là, vous allez lui dire j'ai besoin de temps et elle va décider d'un taux qui est celui que elle annonce pour bien évidemment vous dire c'est possible d'emprunter donc dire à telle banque c'est possible d'emprunter à tel ou tel taux. Et bien évidemment, quand ces taux sont bas, les agents économiques vont avoir plus de demandes pour emprunter, augmenter leur consommation ou leur production en ce qui concerne les entreprises. Quand il y a également des tensions sur le marché interbancaire, que les banques ne veulent plus se prêter les unes les autres, à ce moment-là, la banque peut fournir des liquidités, c'est-à-dire elle peut mettre plus de liquidités à disposition de manière à faire baisser le taux du marché monétaire. Les facilités permanentes, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien, mais du coup, elles sont gérées de façon décentralisée par les banques centrales nationales membres de la zone euro. Elles sont réalisées sans appel d'offres à la demande des banques, sans limitation de montant ou à l'initiative de chaque banque nationale. Donc je pense que là, en l'occurrence, il s'agit de facilités pour des pays ou d'autres permettent de fournir ou de retirer des liquidités par le biais de prêts ou de dépôts de 24 heures. Le taux d'intérêt de ces opérations est fixé par la BCE. Il détermine respectivement le taux plafond et le taux marché du marché interbancaire au jour le jour. D'accord, donc c'est plutôt capé en fait le taux interbancaire. Ici, est-ce que les banques centrales créent de la monnaie ? Alors, une
une banque centrale crée de la monnaie, oui, c'est de la monnaie de banque centrale. L'un des rôles de la banque centrale, c'est justement de laisser glisser un petit peu toutes les opérations sur le marché entre les banques elles-mêmes, le marché interbancaire, et donc du coup, elles fournissent toutes les liquidités dont a besoin finalement le marché pour fonctionner normalement. Mais c'est plutôt, vous l'avez compris, les banques commerciales qui créent de la monnaie ici. Donc la banque centrale la monnaie que crée la banque centrale n'est pas utilisée directement. En ce qui concerne les billets, finalement, quand vous avez de la monnaie numérique, c'est sur votre compte, vous allez retirer des billets. Il n'y a pas réellement de création monétaire ou de planche à billets à ce stade, puisque c'était déjà de l'argent qui existait. Donc on est plutôt sur la transformation d'une monnaie, on va dire, physique en une monnaie numérique. Donc à ce stade, ce qu'on appelle la planche à billets, en fait, en réalité, c'est plus quand la Banque centrale finance un déficit budgétaire d'un État. C'est ça qu'on appelle faire marcher la planche à billets, c'est dire, en fait, qu'une banque centrale va financer un déficit public, elle va créditer le compte du trésor public en disant, elle va mettre dans ses livres, donc du coup, une dette au niveau du trésor public. Le trésor public va lui donner une rémunération pour avoir prêté cet argent, et elle accorde une sorte d'avance au trésor public. C'est plutôt ça qu'on pourrait appeler la planche à billets. Donc il y a effectivement une injection d'argent dans l'économie, puisque les trésors publics ici vont venir payer leurs fonctionnaires, ils vont venir faire des choses avec cet argent, des investissements publics, des choses comme ça, etc., des subventions, toutes ces choses-là. Donc du coup, effectivement, et c'est là que je trouve que le site de Bercy est quand même plutôt pas mal fait, si cette avance n'est pas remboursée, ça génère un comportement de laxisme budgétaire et de financement systématique du déficit public par la Banque centrale. Donc aujourd'hui, et ils disent c'est pourquoi une telle pratique est aujourd'hui interdite à la BCE et dans toute la zone euro, c'est pas réellement une vérité, ce qui est en fait plus ou moins obligatoire dans la zone euro, c'est de contrôler son déficit à un certain pourcentage du PIB de manière à tout simplement utiliser l'euro. Les programmes d'assouplissement, et ça à mon avis on va bientôt vers la fin de ça, mais bon on verra si c'est le cas plus tard. Les principes d'assouplissement quantitatif. Alors, ce qu'on appelle les assouplissements quantitatifs, c'est ceux qui ont été mis en œuvre au Japon pendant la crise asiatique de 97. Le Japon, à ce stade-là, a dû faire face à une crise et ils ont commencé à racheter tout simplement des obligations de leur propre pays, donc de la dette publique, sur le marché. C'est-à-dire que de manière à les rendre plus attractifs et à ce que les gens aient plus d'enclin à prêter de l'argent à leur propre État, à prendre des bons du Trésor, eh bien la Banque centrale vient tout simplement en racheter pour en faire augmenter le taux d'intérêt rémunérateur. La Banque centrale achète des titres représentatifs de la dette publique sur le marché primaire, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, et ou le marché secondaire, c'est-à-dire des taux qui sont plus ou moins d'occasion. Je rentrerai plutôt plus dans le détail de tout ça, mais en gros des bons qui sont pas neufs, mais qui sont pas encore à maturité, pour faire baisser et contenir les taux d'intérêt, permettre au Trésor d'emprunter dans de meilleures conditions. Donc vous voyez là le mécanisme, à partir du moment où elle en achète en masse, eh bien les taux diminuent, le prix des bons augmente, mais les taux diminuent. Donc elle ne finance pas l'intégralité du déficit budgétaire et elle force le gouvernement à recourir au marché financier pour couvrir le solde de ses besoins. Bon, ça c'est un petit peu du mytho, mais on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail ici. Et quand la Banque centrale achète des obligations d'État sur le marché primaire, elle crée de la monnaie de façon indirecte, puisqu'elle imprime, comme on l'a vu tout à l'heure, une sorte de ligne de crédit, mais pas seulement. Ici, en l'occurrence, elle vient directement acheter sur les marchés avec des liquidités qui n'existent pas, qu'elle n'a pas. Elle crée de l'argent, elle crée de la masse monétaire en masse pour pouvoir tout simplement ici. Donc, elle fait en fait baisser la valeur de l'argent d'une certaine manière et baisser votre pouvoir d'achat quand elle fait ça. Quand elle achète des titres obligataires sur le marché secondaire, le lien est plus tenu et c'est légèrement mieux, entre guillemets, et c'est plus ça qu'on appelle le quantitative easing, puisqu'elles vont se démercer sur les marchés financiers au profit des vendeurs de ces titres. C'est-à-dire que ici, les banques vont en bénéficier, etc., puisque, comme je vous l'expliquais, quand vous achetez beaucoup de bons d'un coup, leur prix augmente. Le bon va être...
y a un marché des bons, et ça, il faudrait rentrer vraiment plus dans le détail, mais en gros, l'idée, c'est que vous avez des bons qui sont pas encore arrivés à maturité, que vous pouvez aller revendre. Admettons que vous avez un bon du Trésor à 10 ans, vous en avez déjà fait 5 ans, il a un taux qui est un peu pourri, parce que c'est un taux qui date d'il y a 10 ans, pour faire vraiment très simple. Il y a un marché de l'occasion, tout simplement, des bons du Trésor, et qui, pour beaucoup, d'ailleurs, s'échangent entre les banques, mais bien évidemment, par exemple, dans une période de hausse de taux actuelle, les nouveaux bons sont plus intéressants, donc entre guillemets, comme ils sont plus rémunérateurs, ils sont plus chers, donc le prix d'un bon dépend de sa maturité, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va arriver à maturité, quand est-ce que vous serez remboursé de la somme qu'il y a sur le bon, plus les intérêts, et puis également, tout simplement, du taux auquel il avait été contracté à l'époque. Ensuite, le rachat de titres de la dette publique par la Banque centrale peut-il être assimilé à de la création monétaire? Alors là, il nous parle du service Securities Market Programme. Pareil, je suis pas expert dans ce domaine-là en particulier, mais il a été lancé en 2010 et l'idée était finalement de faire du quantitative easing, c'est-à-dire racheter des obligations souveraines dans les États de la zone euro. En l'occurrence, ce qui a été fait là, c'est on est venu en grande partie au secours du Portugal, de l'Irlande, de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne pour 220 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on a racheté une partie de leur dette puisqu'ils étaient, entre guillemets, ils tombaient dans l'insolvabilité et que, en fait, ces bons n'avaient plus tellement de valeur, donc la Banque centrale européenne a été obligée d'en racheter pour venir au secours de ces États-là. Là, pareil, on nous parle du quantitative easing, c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif, et idem sur la période depuis 2015, il est pratiqué un petit peu en Europe, et le quantitative easing, c'est vraiment, pour le coup, arriver sur le marché secondaire de ces fameux titres et en racheter une bonne partie pour tout simplement, je vous ai expliqué là, ici, la mécanique un petit peu qui se met en place là-dessus. Donc, on a vu comment fonctionnait l'argent, et je pense que c'est important ici de comprendre quels sont les moyens de création monétaire et comment est créé l'argent, tout simplement. L'argent est effectivement créé par le crédit. On a vu également que vos euros étaient fractionnés à hauteur de 8 centimes par euro, c'est-à-dire que si vous faites un dépôt à la banque, ça ne veut pas dire qu'ils sont garantis, mais ça veut dire que il peut être prêté 10 fois. Puisque c'est pas réellement même du fractionnement, mais la vraie création monétaire, elle se fait tout simplement par des jeux d'écriture sur un tableur Excel qui se trouve à la banque centrale. On a vu également que quand vous faites des opérations entre vous, finalement c'est des opérations entre les banques, et finalement ça crée des mouvements au niveau de la monnaie de banque centrale sur le marché interbancaire en fait, et on a vu qu'il y avait un taux de financement sur le marché interbancaire qui est très important puisque c'est lui qui permet l'accès à la liquidité par toutes les banques. Donc quand on a effectivement une période où beaucoup de liquidités sont demandées, on a plus de création monétaire, et quand on en a moins, on a moins de création monétaire également. Le fait d'augmenter les taux sur le marché interbancaire restreint l'accès au crédit, restreint tout simplement le fait que les banques effectivement sont plus rentables sur le fait de faire des crédits, mais également qu'elles peuvent en faire moins. Donc au niveau de la masse, on va dire ça restaure un petit peu la rentabilité des banques, puisque les banques dans des périodes où les taux sont très bas, ont une rentabilité qui n'est pas énorme, mais à l'inverse, vous avez vu également que ça crée tout simplement une perte de pouvoir d'achat puisque la masse monétaire en circulation augmente. Théorie quantitative de la monnaie, au plus on a de masse monétaire en circulation, au plus les prix augmentent. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, j'espère que ça vous a plu en termes de... Bon voilà, c'était pas forcément extrêmement fluide parce que je me suis appuyé sur ce papier-là et parce que c'est difficile de faire une vidéo par jour où on explique un petit peu des concepts qui sont relativement compliqués quand même. On va maintenant aller faire la liquidité. Alors sur la liquidité, donc sur BTC, ce niveau-là a été pris, vous le voyez, donc celui-là on peut le dégager. On avait fait la vidéo quand ? On va regarder ça. On avait fait la vidéo... Alors on est en 1 minute, là on va se mettre en 5 minutes. On avait fait la vidéo à peu près par ici. Donc ce niveau-là pour moi, il a été travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce niveau-là ? Puisqu'on avait vu que tout était à peu près normal dans cette zone-là, entre guillemets. Normal, ça veut dire pas d'anomalie. Ici, on a funding qui augmente, open interest qui augmente et ainsi de suite. Donc pareil, on est à peu près dans la normalité. On a ici une petite zone où vous voyez que le prix augmente
L'open interest augmente, mais on est plutôt shorté sur la zone. C'est ça peut-être qui explique ce mouvement ici en haut et peut-être un petit peu une partie de celui-ci. Donc on aurait eu ici un point à mettre tout simplement en haut de ce point-là, ou également si on avait été à ce moment-là, ou par ici, on aurait dit oui, il y a un niveau à prendre là. Pour le moment, on va le mettre là. Je sais qu'il a été pris, mais on va du coup peut-être le décaler plus loin tout à l'heure. Ici, à ce stade, j'ai plutôt latéralisation du prix, latéralisation de l'open interest, mais augmentation. Donc on avait eu beaucoup de longues sur cette zone-là. Niveau qui a été pris depuis également, mais je pense qu'on va le décaler, donc c'est pareil, on va le mettre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, là, j'ai plutôt un prix qui augmente et un open interest qui augmente, mais un funding qui diminue. Ça veut dire quantité de shorters sur le marché. Ça veut dire que ce point-là a potentiellement continué à être longué. Ensuite, on fait un mouvement très fort ici et très abrupt qui vient nettoyer une bonne partie du funding positif précédent. Là, normalement, sur ce mouvement-là, comprenez bien que le funding devrait augmenter. D'accord, et c'est ce que je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure. Là, donc là, on avait un point important également de shorter, tout simplement, puisqu'on devrait clôturer du shorter, donc le funding devrait augmenter. C'est quand même le cas au sens où juste après, on se retrouve sur un niveau de funding assez conséquent, mais on se retrouve sur un niveau de funding conséquent un petit peu plus tard. C'est-à-dire que vous voyez ici, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là, finalement, beaucoup de gens sont rentrés en longue juste avant ou pendant. Donc là, on essaye d'attraper un couteau qui tombe, on a trop de longues, vous le voyez, le funding augmente ici, malgré une diminution de l'open interest, on a beaucoup trop de longues sur ce mouvement-là, et depuis, on va dire qu'on est à peu près sur de la normalité, même si, enfin, en 5 minutes, en tout cas, tout a l'air à peu près normal, c'est-à-dire que le prix descend, on clôture des contrats, et ce sont principalement des contrats de longue. On va aller zoomer sur le 1 minute. Donc là, toujours pareil, en fait, on a toutes les situations anormales pour moi ont déjà été réglées et on a que du normal entre guillemets entre ces deux points-là. C'est pour ça que je vous mets en haut un point de short et en bas un point de longue, puisque tout simplement on comprend ici que on est longué et shorté sur les deux. Quand on va regarder le 1 minute pour faire un petit peu le point sur la situation là tout de suite. Donc on va regarder là la figure, vous voyez, de manière plus au microscope si vous voulez. Eh bien, on a toujours une sorte de normalité, si ce n'est que peut-être la latéralisation, légère augmentation entre ce point-là et ce point-là, mais on pourrait peut-être être très légèrement shorté sur ici la structure en 1 minute, puisque vous le voyez, le funding est plutôt plat et le prix semble augmenter sur la totalité, mais c'est vraiment pas flag. Donc, on pourrait peut-être rajouter un petit niveau ici à prendre vers le haut, admettons, mais il est vraiment sporadique. Donc voilà pour BTC, on a déjà fait un sujet très long aujourd'hui, on va faire Ethereum quand même, et on va faire les poches de liquidité quand même, parce que on est comme ça. Donc du coup sur Ether, même combat. Alors sur Ether, on va se mettre en 5 minutes, ouais c'est bon, hop voilà, parfait. Sur Ether, on avait fait les niveaux dans cette zone-là, on avait trouvé qu'on était un peu plus shorté sur Ether, mais vous voyez que pourtant il n'arrive pas à venir nettoyer ses shorts. Je crois que ce niveau-là était inférieur, mais le niveau du haut était relativement shorté, ou je ne me rappelle plus lequel des deux était le plus shorté. Mais lui, il n'a pas réussi à faire son mouvement. Vous voyez qu'il y a une petite différence là, quand même. Donc ce niveau-là n'a pas été pris, et Ether, sincèrement, il y aurait peut-être un joli short squeeze à faire là, parce qu'on commence à avoir pas mal de liquidité en haut. Cela dit, Ether a suivi le mouvement, il est descendu. Comment ça s'est fait depuis? Donc on avait fait la vidéo par ici. Ici j'ai beaucoup de longues, vous comprenez, là on devrait fermer du contrat, on en ferme, mais j'ai un funding qui augmente alors que le prix diminue, donc ça c'est pas normal. Donc j'ai beaucoup de longues effectivement depuis ce mouvement, ce qui explique effectivement la chute qu'on a eue ici. Ensuite le prix augmente, le funding aussi, donc ça c'est plutôt normal, on va dire, tout va plutôt ensemble à ce stade. Ici j'ai une diminution du prix, diminution du funding, et là j'ai une augmentation du prix et diminution du funding, donc ça veut dire que ce niveau-là a été shorté également. Sur Ether, il commence à y avoir des niveaux en haut assez intéressants. Ça peut peut-être short squeeze assez fort ici. Et puis derrière, le prix diminue, le funding augmente. Sur la première partie, il se trouve que on est plutôt normal entre funding et prix. Donc oui, il y a eu du short un petit peu sur cette partie-là, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Et puis ensuite, il y a une anomalie en longue, c'est-à-dire que, vous le voyez ici, le prix diminue, l'open interest augmente, et ça augmente. Donc ça, c'est pas normal. Donc pour le moment, on nettoie ce qui est frais, en fait, sur Ethereum. Donc en fait,
Ici, il est possible qu'on fasse des nouveaux plus bas sur Ethereum, peut-être potentiellement pour venir chercher des niveaux inférieurs. Alors pour le moment, on a ce gros niveau ici au 1642, mais on a quand même du monde à short squeeze en haut. Pour le moment, en tout cas, il semble que ça soit plus intéressant pour le prix. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il semble que ça soit plus intéressant pour le prix, plutôt de venir chercher ce qu'il y a en bas. Les poches de liquidité. C'est pareil sur Bitcoin, hein, d'une certaine manière. Vous avez quand même pas mal de monde ici en short en haut. Vous le voyez d'ailleurs sur les poches de liquidité. On a quand même ici des gros shorts qui se sont ouverts et qui n'ont pas été pris ici à ce stade. Alors est-ce qu'ils ont TP? C'est possible. Est-ce qu'ici on a beaucoup de retardataires? Non, visiblement non. Et vous voyez qu'on est plutôt en train de punir les longues qui étaient rentrées en haut de ce mouvement-là. Vous voyez cette grosse position ici à 30 ou 40 milliards. Et en l'occurrence ici, ça nous ramène un petit peu le delta shorter-longueur depuis 5 jours vers l'équilibre. Sur Ether, même chose, vous voyez que c'est plutôt des petites positions, hein. On est habitué à des beaucoup plus grosses positions que ça sur Ether. Ether qui manque d'open interest, je trouve, en ce moment par rapport à Bitcoin, beaucoup plus de monde sur Bitcoin, et vous le voyez, on voit que sur Ether, on est plus shorté, c'est le sentiment que j'avais eu en faisant les niveaux, mais vous voyez que ça se traduit effectivement sur iBlock également. Je sais pas où en est le funding sur Ether, il est quand même encore bien positif. Mais on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de longues là sur cette histoire-là, et qu'il y aurait peut-être plutôt quelque chose à venir prendre en haut. Bon, sur les 5 derniers jours, après, et quand on regarde les niveaux sur le funding, on regarde également, bien évidemment, en 5 minutes, on regarde les 2 derniers jours même. En 5 minutes, en 1 minute, vous voyez qu'on regarde des timeframes qui sont, entre guillemets, toutes petites. Les 12 dernières heures, beaucoup de monde dans la zone des 23,8 ici, donc ça pourrait être un niveau intéressant pour venir nettoyer. Énormément de monde dans la zone des 22,3, des 21,5 à 22,3, ça fait plusieurs jours qu'on le dit, et que ça jaunit dans cette zone-là. Un petit peu de monde dans la zone des 25 000, et c'est normal, puisqu'on a fait des plus hauts dans cette zone, et que donc du coup on a pas mal de monde garé là-dedans. Et on a pas mal forci en dessous du prix, donc attention à ça. Il se pourrait que tout simplement Bitcoin ait envie de faire un mouvement vers le bas plus violent. Même si on a quand même du short à venir prendre à l'instant T. Sur la 7 jours, vous voyez que la grosse zone de densité elle est sous les 21 et sous les 19 même, et que on a énormément nettoyé ici sur ce mouvement tout ce qui était short. On a besoin d'un retour des shorters ici qui pour le moment ne se font pas trop voir dans la zone des 26-27 pour espérer tout simplement venir péter ce mouvement. Mais c'est pas vraiment incroyable ce qui se passe sur ici. Il n'y a pas de sentiment, le sentiment shorter n'est pas outre mesure. Il y a un prix qui est très baissier, mais le sentiment shorter il n'est pas incroyable. Ici, vous le voyez, si on regarde là un mois, on a là pour le coup énormément de choses à venir prendre en haut. Et par contre, la vraie zone de valeur et la vraie zone de densité, elle se trouve un peu plus loin du prix dorénavant, c'est-à-dire autour des 20 400. Donc, est-ce qu'on est en train d'amorcer un mouvement aux 20 400 ou alors est-ce qu'on va terminer ce move pour monter à 27-28? C'est un petit peu la question à 100 000 $ du moment. On a fait tous les niveaux, j'ai pas fait le carnet d'ordre et je pense que ça peut être intéressant de le regarder en ce moment. Pardon. Alors sur la descente j'ai quand même des volontés d'achat ici, hein. Vous voyez qu'on affile pas mal de monde sur la descente, notamment ce gros mur là qui se trouvait au 24,4. Donc c'est pour ça que le prix est un peu temporisé là, vous le voyez, on a eu du mal à le passer, et puis ensuite finalement on est remonté, et puis ensuite donc au spot c'est pas trop mal. À l'instant T on affile les gros ordres qui se trouvaient dans la zone des 24,3. Et on a quand même pas mal d'ordres à l'achat. On a quelques ordres à la vente autour des 24,5, 24,6, mais c'est pas énorme, sans Bitcoin. On a un tout petit mur à 173 à 24 740 et on a de plus en plus d'ordres ici qui viennent pour bloquer le niveau des 25. Hier, on avait déjà mis en avant qu'il y avait plus de 1200 BTC pour aller au 27 quand on avait regardé le carnet d'ordre. Et vous voyez qu'ici, on a remis la même chose, c'est-à-dire 500, 650, 770, 1000, 1002, 1004 et 1004, 1500 BTC à la vente. Donc attention à ça. On a probablement ici une personne, un gros acteur qui est très distributeur. J'avais également oublié d'en parler dans d'autres vidéos, mais j'avais remarqué il n'y a pas très longtemps que notre ami la baleine numéro 3 est plutôt vendeur en ce moment.
Vous le voyez ici, 3 fois 1600 BTC, donc 5000 BTC qui ont probablement été vendus over the counter, puisqu'ils sont partis sur cette adresse. Pour l'instant, on a eu un transfert que de 1600 BTC à 23 640 $. Mais c'est potentiellement ici de la vente OTC qui est en train de se faire, puisque la dernière fois on avait regardé, on voyait que c'était potentiellement vendu à Coinbase, ça allait sur un wallet Coinbase au final. Donc soit ces BTC se préparent à être vendus et il s'agit d'un hot wallet qui appartient à ce monsieur sur Coinbase, soit il les a tout simplement vendus over the counter. C'est compliqué de vendre 5, 6 000, 10 000 BTC à un prix. Parfois il vaut mieux se mettre d'accord sur le prix avec quelqu'un et dire bon ben je te les vends, là on voit qu'ils ont été transférés à ce prix là, mais ça veut pas dire qu'ils ont été vendus à ce prix là, et souvent c'est peut-être parfois plus simple de dire bon ben je te les vends à 22 et puis je t'en vends 5000, et puis en fait ça fait pas bouger le prix sur le carnet d'ordre, on fait un gré à gré entre guillemets, en dehors du carnet d'ordre du marché normal. Sinon si vous allez dumper ne serait-ce que 5000 BTC comme ça sur le marché, vous allez avoir ce qu'on appelle un slippage, c'est-à-dire que potentiellement le carnet d'ordre est en ce moment tellement vide, et on le voit par exemple sur Binance, que celui qui vendra 5000 BTC au market, c'est juste pour vous montrer l'exemple, hein. Mais en gros, il va se retrouver par là, à peu près à 23 000 $. Hein. Il n'y a même pas 1000, 1002, 1004, 1008. Allez, si on rajoute tous les petits, etc., il pourrait potentiellement, de toute façon, faire tomber le prix, s'il n'agissait que sur Binance ici, et bien évidemment, s'il n'allait pas sur tous les exchanges et s'il faisait pas sa petite tambouille, vous comprenez qu'il y a un slippage qui est trop important. Donc parfois, il vaut mieux vendre over the counter et dire bon, je te l'ai fait à 22, encore une fois, et puis derrière, on s'arrange. Voilà, je pense que j'ai fait le tour ici. J'espère que ce sujet vous a plu aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de le faire parce que beaucoup de gens croient que leur argent est protégé dans les banques, et ils croient que c'est la banque centrale qui crée la monnaie. Ils croient que voilà. J'espère que j'ai bien expliqué ici les concepts. Encore une fois, je suis pas un spécialiste du genre, mais je comprends un petit peu les rouages ici et comment ça fonctionne. Je vous mettrai les liens du ministère à Bercy. Je vous mettrai le lien si jamais vous voulez aller plus loin et un petit peu mieux comprendre, décortiquer, puisque je suis pas forcément la personne la plus pédagogue qui soit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord et mettez un like, c'est important, très important, mettre un like en fin de vidéo, etc. Si vous avez aimé le contenu, c'est très très important qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent y avoir accès. Je sais que c'est très long, je sais que c'est très complexe, je sais que c'est très... mais je sais que ça peut correspondre aussi à une partie de la population qui aime bien tout simplement avoir un petit peu... des idées de comment fonctionne l'économie, les rouages, etc. et pas juste comment fonctionne Bitcoin ou avoir les infos sur Bitcoin. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et en l'occurrence la question du jour aujourd'hui, elle sera tout simplement de dire est-ce que vous êtes... moi je suis très post-it comme ça pour me rappeler des trucs et tout, donc je sais que c'est vraiment à l'ancienne, hein, j'ai pas de fax dans mon bureau, mais c'est presque ça. Et moi personnellement, c'est le seul moyen, c'est d'avoir vraiment un visu sur un rendez-vous important ou un truc comme ça. Alors bien sûr, j'utilise mon téléphone et toutes ces choses-là, mais pour penser à des trucs, j'ai pas encore trouvé mieux que le bon vieux post-it collé sur le côté de l'écran ou collé ailleurs. Je vous ferai voir un jour quand ce sera rangé un petit peu le setup de mon bureau. C'est assez sympa. Donc voilà, un jour, mais il faudrait que je range pour que ça ait l'air quand même relativement un minimum sérieux. Je vous laisse là-dessus, surveillez bien le S&P pour moi là en fin de session, c'est-à-dire que je dis ça parce que justement on est dessus. Voilà, est-ce qu'il se retourne ici en fin de session ou pas? Ça peut nous donner la direction pour les futurs sur la nuit et plus ou moins également une direction sur Bitcoin. Vous voyez qu'il a pris une sacrée tatane aujourd'hui, donc soit on a accumulé du short et effectivement on va avoir une semaine qui va être relativement jolie, c'est-à-dire qu'on va retracer tout ou partie de ce mouvement-là. Soit il est à l'aube d'un mouvement plus important. Vous comprenez que déjà depuis quelques jours, il a quand même pris une sacrée tatane puisqu'on est à peu près moins 3,60 depuis le 14 février. Donc sur toute la semaine dernière, on a fait moins 4 sur le S&P. Donc on reste attentif à tout ça. Je vous laisse là-dessus, passez une très bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin avec peut-être un sujet, peut-être pas, peut-être ça sera juste une analyse d'une vingtaine de minutes. Mais voilà, dites-moi en commentaire si jamais ce type de sujet vous plaît. À très bientôt, portez-vous bien, ciao.